Voilà, on va retrouver tout de suite Patrick Devedjian, député UMP, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'UMP aussi, et président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Merci d'être en direct avec nous depuis les journées parlementaires de l'UMP. L'UMP qui a envie de riposter aux primaires socialistes, on va en parler dans un instant. Mais je voulais votre réaction d'homme politique, mais aussi d'avocat, à la décision du parquet de Paris qui a classé sans suite la plainte de Tristan Banon, la plainte pour viol, mais qui en revanche a affirmé que des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle sont reconnus, mais prescrits. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn est ce soir blanchi pour vous, ou est-ce qu'il bénéficie d'un traitement de faveur? C'est un agresseur non jugé, comme dit l'avocat Tristan Banon. Non, j'ai le sentiment que la décision du parquet est juridiquement inattaquable. Enfin, vue de l'extérieur, naturellement, elle me paraît tout à fait correcte. Cela dit, si Mme Banon n'en est pas satisfaite, elle a la possibilité de déposer plainte avec constitution de partie civile, et dans ce cas-là, les poursuites seront obligatoires. Donc elle n'est pas victime d'un déni de justice. Alors pour vous, comme homme politique, homme de l'UMP qui avait suivi cette affaire, qu'est-ce qu'il reste de cette décision judiciaire? Celle de New York, vous voulez dire? De ce soir, mais même y compris celle de ce soir. Celle de ce soir, ça dépendra de Mme Banon. Mme Banon a la possibilité de se constituer partie civile et d'obliger à ce qu'une information soit ouverte et à ce que les poursuites aient lieu si elle estime que la décision du parquet n'est pas fondée. Donc je n'ai aucune idée sur l'avenir de la procédure, mais ça peut aussi continuer comme ça peut très bien s'arrêter. Mais vous ne dites pas finalement la véritable nature de Dominique Strauss-Kahn est dans cette décision judiciaire, c'est-à-dire il y a eu peut-être agression sexuelle comme certains disent, et notamment certaines féministes qui par exemple ce soir demandent l'allongement de la prescription pour l'agression sexuelle. Non, écoutez, bien sûr, il ne faut jamais vouloir modifier les règles de droit en raison de cas particuliers. Pour le reste, moi, je respecte la présomption d'innocence. Monsieur Strauss-Kahn n'a pas été jugé et encore moins condamné. Par conséquent, il est juridiquement innocent. Alors, Patrick Devedjian, vous avez regardé le débat entre Martine Aubry et François Hollande. Je dirais en spécialiste et en politique, qui a gagné ? C'est pas à moi de distribuer les bons et les mauvais points, mais je dirais qu'ils ne cherchaient pas la même chose tous les deux. Martine Aubry cherchait à mobiliser la gauche de la gauche, si j'ose dire, pour assurer une éventuelle victoire contre François Hollande. Et François Hollande, lui, était au-delà de cette compétition. Il s'adressait déjà à l'ensemble des Français, considérant que le problème était réglé. Il faisait une campagne présidentielle, alors que Martine Aubry faisait une campagne à l'intérieur de son parti. Et à votre avis, du coup, quel est le plus dangereux ou la plus dangereuse pour Nicolas Sarkozy ? Je ne sais pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun des deux protagonistes n'a même cité le nom de François Mitterrand. Il me semble que les temps ont bien changé. Puis aussi, chose assez étonnante, ils ont fait tous les deux une profession de foi européenne, ce qui veut dire que le débat aujourd'hui est à l'intérieur des partisans de la politique européenne. Et on se souvient quand même que le Parti socialiste a fait voter non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Donc les choses ont bien changé. Le Parti socialiste... Elles ont bien changé lors... Non, le Parti socialiste avait fait un référendum interne qui avait donné le oui, le oui en majorité en 2005. Hein. Oui, j'entends bien, mais il a fait campagne pour le non, et pour le non à la Constitution européenne. Et donc aujourd'hui, les choses ont changé. D'ailleurs, c'est bien qu'elles aient changé. Et puis, je me souviens aussi du temps où le Parti socialiste disait que l'élection présidentielle, c'était le pouvoir personnel. François Mitterrand avait dit que les institutions resteraient dangereuses après lui. Aujourd'hui, avec le système des primaires, il faut reconnaître que le Parti socialiste s'est rallié aux institutions de la Ve République et
et à l'institution présidentielle. Bon, je crois me souvenir tout de même que le Parti socialiste était très divisé sur la Constitution de 2005. On ne va pas revenir sur ce fait d'histoire. Mais vous avez été d'accord avec les critiques sur le principe de la primaire, sur le souffle démocratique qui a été comme ça à l'intérieur des électeurs, mais aussi des Français qui se sont passionnés pour les débats et qui ont suivi à la télévision et qui ont participé quand même à ce scrutin. À l'UMP, on a beaucoup critiqué l'exercice. Est-ce que vous partagez ces critiques ? Non, moi j'ai toujours été favorable au principe des primaires. D'ailleurs en 2007, nous avions amorcé ce processus et nous avons fait une petite primaire, moins significative que celle-là, mais en 2007 nous avons voulu les primaires. Donc je suis tout à fait favorable à ça et il faut reconnaître en plus que pour le Parti socialiste, ça a été une bonne affaire puisque ça lui a permis d'occuper le terrain médiatique avec beaucoup de force pendant 3 mois. Donc ça a été un avantage. En même temps, pour nous, les adversaires du Parti socialiste, ça a été un moyen de bien scruter les candidats et de comprendre sur quel thème ou sur quelle absence de thème ils feraient campagne. Alors justement, il y a des angles d'attaque qui vous apparaissent aujourd'hui. Le président en déplacement sur la culture a raillé le projet d'augmentation du budget de la culture. Est-ce que c'est vraiment bienvenu ce ton de la part du président? Ça veut dire qu'il est candidat, qu'il est lui aussi dans la campagne? Écoutez, nous souhaitons tous que le président de la République soit candidat, mais il ne peut pas et on ne doit pas laisser le terrain au candidat qui va être désigné dimanche par la gauche occuper seul le terrain. Donc il est temps pour notre camp, évidemment, de faire des propositions, parce que moi j'observe que quel que soit le débat médiatique, aujourd'hui la gauche ne propose absolument rien de nouveau. Il faut dire que jusqu'à maintenant, la droite non plus. Donc il est temps pour nous de le faire. Donc ce sont ces journées parlementaires et le travail que vous allez faire à l'UMP qui va montrer que vous avez des idées nouvelles. Vous avez l'air assez critique. Il ne se passe rien à l'UMP pour vous ? Non, non, pas du tout, mais nous avons un petit peu de temps devant nous. La campagne n'est pas réellement commencée. Moi, je souhaite qu'elle commence rapidement dans notre camp et qu'elle commence par justement non seulement les critiques de l'adversaire, ce qui est normal quand ces propositions ne correspondent pas à quelque chose qui correspond à la situation actuelle. Par exemple, sur la crise, évidemment, expliquer que, alors que nous avons 1700 milliards d'endettement, on va réduire la dépense publique d'une 50aine de milliards en 5 ans, ça n'est évidemment pas du tout à la hauteur de la crise et de l'enjeu. Donc il est temps pour nous de faire des propositions importantes, je dirais décoiffantes, par rapport à la crise que nous avons aujourd'hui et qui angoisse les Français. Vous avez remarqué que François Hollande avait un discours un peu attention, c'est du sang et des larmes que je vous promets, ça va être très dur. Est-ce que du côté de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, on va dire aussi la même chose? Franchement, augmentation des impôts, économie et effort collectif très important face à la crise? Mais aujourd'hui, une augmentation des impôts n'est pas à la hauteur de la situation. Alors bien sûr, elle est nécessaire parce qu'il faut que les plus aisés participent à l'effort collectif. Mais ce dont nous avons d'abord besoin, c'est de réduire la dépense publique. 56% du PIB est constitué par de la dépense publique. Et ceci se traduit évidemment par un endettement qui est extrêmement dangereux et qui risque de paralyser l'État. Donc c'est dans ce domaine qu'il faut faire des propositions. Et là, je n'ai absolument rien entendu de la part des deux candidats. François Fillon va conclure les journées parlementaires demain. Il a annoncé son arrivée aux législatives à Paris. Est-ce qu'il va être bienvenu? Il va être bien accueilli? C'est une bonne nouvelle pour la majorité? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je souhaite son arrivée à Paris parce que si notre camp la droite veut reconquérir Paris en 2014, alors le positionnement d'un candidat qui soit sérieux, représentatif, crédible, comme l'est François Fillon dès les élections législatives de 2012, c'est une étape importante. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'engage à être candidat à la mairie aussi en 2014, dans la foulée.
Je pense qu'une candidature aux élections législatives à Paris a un sens véritable uniquement dans la volonté de reconquérir Paris. Rachida Dati, elle a très mal pris. Elle l'appelle à montrer du courage au lieu de chercher une circonscription de confort parce qu'il briguerait éventuellement la même circonscription qu'elle. Et elle dit que les Parisiens n'accepteront pas, que c'est une agression. Les Parisiens ne sont pas un lot de consolation. On arrive, on se planque et hop. Voilà son commentaire. Ça promet d'être sportif quand même. Écoutez, si Rachida Dati dit que sa circonscription est une circonscription de confort, c'est qu'elle-même a bénéficié de ce confort en y étant parachutée. Et j'observe moi simplement que cette circonscription qui a été redécoupée est aussi celle de Jean Tibéry, qui accepte très aimablement de laisser sa place à François Fillon. Donc ces querelles sont subalternes. En réalité, l'important, c'est effectivement d'être en ordre de bataille pour l'échéance de 2014 qui, évidemment, pour l'UMP, mais pour l'ensemble de la majorité présidentielle, est capitale pour justement reconquérir cette capitale. Bon voilà, donc j'ai compris, vous soutenez complètement François Fillon, y compris éventuellement contre Jean-François Copé. On ne peut vraiment rien vous cacher. Contre Jean-François Copé, qui, lui, semble déjà sur les starting blocks pour 2017, par exemple, pour des primaires en 2017, pour les élections présidentielles de 2017. Ouais. Vous savez, de Jacques Chirac, j'ai reçu une leçon qu'il aimait bien répéter, une haie à la fois. Devant nous, nous avons l'élection présidentielle de 2012. C'est un enjeu très sérieux, pas facile. Il vaut mieux effectivement se focaliser sur cet enjeu avant de penser à l'échéance suivante. Patrick Devedjian, je vous ai entendu quelquefois dire que Martine Aubry avait un peu un look d'Angela Merkel de gauche et que ça pouvait être plus dangereux pour Nicolas Sarkozy. Ça reste votre sentiment aujourd'hui ? Oui, mon sentiment est que Martine Aubry est sans doute, à cause de son positionnement, de ses idées, de son tempérament aussi, plus en capacité d'unifier toute la gauche et en particulier la gauche de la gauche. En revanche, François Hollande est sans doute plus en capacité de mordre sur le centre. Donc la différence entre les deux, elle se fera sur leur capacité à mobiliser l'un ou l'autre et c'est ce qui fera la différence. Juste un mot sur ce fameux centre. Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge. À votre avis, François Bayrou peut faire un retour en force. Et puis, du coup, à l'UMP, il y a aussi une mobilisation. Il y a des députés qui se sont organisés en droite humaniste pour répliquer à la droite populaire. Ça bouge au centre ? Oui, il y avait aussi d'ailleurs un courant de droite sociale. Donc, en fait, on voit qu'à l'UMP, nous sommes aujourd'hui, après avoir longtemps refusé cela d'ailleurs, en train d'instituer progressivement des courants ou des sensibilités. Dans le fond, si ça peut permettre effectivement, en s'adressant à l'électorat, de présenter une palette plus large, parce que la droite sociale, comme la droite populaire, comme le courant humaniste qui se déclare maintenant, ce sont des sensibilités différentes et les rassembler en même temps en s'adressant à l'électorat par des voies différentes, ça peut être une bonne chose, en tous les cas ça peut être une richesse à condition que ce soit bien géré, ce qui n'est pas toujours facile. L'UMP va ressembler au PS quoi. J'ai pas entendu. L'UMP ressemblera au PS ? Sans doute, mais d'ailleurs le système des primaires est en train de modifier progressivement l'organisation des institutions parce que, évidemment, autrefois, les partis politiques servaient à faire une propagande à l'extérieur d'eux-mêmes pour essayer d'accroître le nombre d'électeurs de leur camp. Maintenant, ils vont servir davantage à arbitrer entre les personnes. Parce que dans les partis politiques, il semble aujourd'hui qu'on soit dans l'arbitrage des ambitions beaucoup plus que dans l'autorité politique ou dans l'autorité intellectuelle. Merci Patrick Devedjian d'avoir été en direct avec nous depuis les journées parlementaires de l'UMP.